Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Pourquoi est-ce que je pense qu'en date d'aujourd'hui, on pourrait peut-être avoir une opportunité d'investissement sur Broadcom? Vous avez bien vu, je pense, peut-être. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. D'accord? Donc, ça me regarde. D'accord? Après cette vidéo-ci, c'est pas pour aller investir dans Broadcom directement, c'est pour susciter l'intérêt en vous. D'accord? Donc, ici, Broadcom, c'est quoi? C'est une compagnie qui exerce dans le secteur des semi-conducteurs. Donc, je vous mentirais en vous disant exactement ce que cette compagnie fait. Mais vous savez que votre rôle ici, c'est d'aller lire les rapports financiers afin de voir qu'est-ce qu'on fait exactement. Moi, c'est un secteur ici que moi, j'évite généralement parce que je ne comprends pas absolument. Je ne comprends pas toutes les entreprises que j'analyse. D'accord? Donc, il est primordial de savoir au moins ce que l'entreprise fait. Au moins, ça peut vous donner une idée générale de là où on s'en va. Secteur des semi-conducteurs, c'est un secteur cyclique. N'oubliez jamais ça. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que cette entreprise fait beaucoup d'acquisitions. Elle veut consolider son secteur. D'accord? Donc, en consolidant le secteur, vous avez un meilleur contrôle sur le prix. D'accord? Donc, vous allez voir ici, les revenus sont croissants, mais n'oubliez pas que ces revenus-là sont croissants peut-être parce qu'il y a eu des acquisitions. Il faut souvent regarder ici la croissance organique au lieu de regarder la croissance des revenus juste. Donc ici, c'est une belle entreprise que j'aime bien, qui distribue un dividende de 3,11%, mais ici, vous savez que sur Top Invest, on s'en fout de la croissance du dividende et nous, on prête attention à la croissance du free cash flow parce que c'est ça qui est intéressant pour nous, les investisseurs. Le dividende n'est qu'une allocation du capital. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a du dividende, s'il y a du free cash flow, on va payer un dividende, c'est évident. C'est comme dit, Google va payer un dividende, c'est qui est sûr et certain. Ça, c'est une évidence. Comme maintenant, Apple a en que de payer un dividende. Donc, ne vous limitez pas juste au dividende. Posez-vous la question à savoir quelle est la politique d'allocation du capital. Et là, à partir de cette question, vous allez trouver la véritable réponse sera peut-être rachat d'actions pour le moment, ou bien également paiement d'un dividende, ou bien également concentration pour remboursement de la dette, ou bien également acquisition pour consolider un secteur. Questionnez la politique d'allocation du capital. Par exemple, sur cette vidéo-ci, je ne sais pas si vous allez la regarder, mais beaucoup de gens vont poser des questions par rapport à AT&T, en se disant « Ouais, mais AT&T a eu de mauvais résultats. Je sais que je quitte du coq à l'âne. » Mais si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous n'allez pas vous rendre compte que AT&T, le gestionnaire qui est là actuellement, franchement, je n'investirai pas sur AT&T tant qu'il est là. Parce qu'il est l'une des causes pour lesquelles l'action AT&T est en berne depuis plusieurs années. C'est l'une des causes. Regardez le salaire qu'il a voulu se faire payer en 2021. C'est un malhonnête. Et moi, je ne peux pas investir avec un malhonnête. Excusez-moi, à la fin de la journée, c'est peut-être pas un malhonnête dans le sens où, voilà, on ne peut pas lui faire confiance. Mais en tant que manager, franchement, c'est pas comme quand je vais investir dans une compagnie comme Salesforce où j'ai confiance au manager, où je sais que c'est quelqu'un qui est là avant tout pour construire quelque chose à long terme et pas juste pour quelqu'un qui est là pour avoir un gros salaire. D'accord? Donc, AT&T, ce qui se passe présentement ne m'étonne pas. L'entreprise représente toujours une opportunité d'investissement aujourd'hui. La dette actuelle est complètement gérable. Allez-y, regardez, elle rembourse sa dette à la fin de la journée. Le nombre d'abonnés, comment on appelle ça? Le free cash flow qui va baisser, si c'est normal, on va faire de nombreux investissements pour améliorer le réseau. Et le réseau ici doit être correct. Si le réseau n'est pas bon, vous allez voir que vos free cash flow vont fondre comme neige au soleil. Il faut avoir le meilleur réseau pour faire concurrence dans ce domaine-là. Il n'y a que 3 compagnies maintenant qui font concurrence dans le domaine de la téléphonie aux États-Unis. Je pense bien qu'il y a AT&T, T-Mobile et je pense la dernière m'échappe ici, c'est Verizon. Ils sont que 3. Également, ils distribuent Internet. Donc, on revient sur Broadcom. Vous savez que moi, quand je commence à parler, je ne m'arrête pas. Donc, Broadcom ici, quand je l'analyse ici, je tiens à vous rappeler qu'elle va faire l'acquisition de VMware. En faisant l'acquisition de VMware, elle va changer de nom. Donc, en analysant Broadcom ici, je ne tiens pas compte de l'acquisition de VMware qui est présentement en cours. Donc, faites très attention parce que, à mon sens, je pense que VMware est encore coté en bourse. Oui, ils sont encore cotés en bourse. Donc, faites attention ici. Donc, si vous regardez cette vidéo après l'acquisition, dites-vous qu'il y a des choses qu'il faut changer. D'accord? Donc, on commence. Notre analyse est basée sur le revenu, la croissance du revenu, le PER moyen, le free cash flow moyen, etc. Excusez-moi, la dette nette et la qualité du dividende. OK? Donc, au niveau du revenu ici, pour VMware, on voit ici, pour Broadcom, vous voyez ici qu'on a des revenus en date d'aujourd'hui sur les 12 derniers mois de près de 30 milliards. OK? Les analystes attendent quoi cette année par rapport aux revenus? Donc, on va directement aller ici. Donc, vous allez sur Broadcom directement, donc Broadcom. Alors, on va ouvrir notre Yahoo Finance ici, hein, donc excusez-moi, donc vous savez que moi je fais tout en live dans tous les cas de figure,
Donc, c'est comme ça que je fais mon processus de réflexion. Donc, le but, généralement, quand vous faites ce genre de choses, c'est de déterminer si les états financiers, si avec les états financiers actuels et comparé au prix actuel, on pourra avoir une opportunité d'investissement. Donc, ici, les états financiers représentent une photographie de ce que l'entreprise a pu produire à un moment donné. Donc, ils sont généralement en retard par rapport à ce qui se passe réellement pour l'activité sur les 12 prochains mois. C'est pour ça que il ne faut pas juste vous baser sur les états financiers pour investir dans une compagnie. Il faut lire les états financiers et lire les rapports financiers, d'accord? Donc ici, quand on va sur les rapports financiers ici, par rapport à ce qu'attendent les analystes sur cette année-ci concernant le revenu, d'accord? Tout en sachant que ce revenu-là est cyclique. Faites très, très attention. Donc, je vais vérifier. En 2022, ici, ils attendent à peu près avoir des revenus de 33 milliards, 32 milliards 900. Et je ne pense pas que ça prenne déjà en considération l'acquisition de VMware, parce que VMware doit avoir des revenus plus élevés que ça. Donc, on attend ici à peu près 32 milliards 900. D'accord? Je vais arrondir à 33 milliards. D'accord? Je vais mettre à 33 milliards ici, ça ne va pas changer grand-chose. C'est une compagnie qui est en pleine croissance. Donc, l'année prochaine, elle va également faire l'acquisition d'une autre compagnie. Et VMware également avait une certaine croissance. Donc, attention à ça. Et les segments d'activité dont elle fait l'acquisition ont également une certaine croissance. Donc, ici, je mets 33 milliards là. D'accord? Ça, c'est le revenu. Point. Voilà. Et la croissance du revenu ici, on va regarder ici au niveau de Morningstar. Donc, Broadcom ici, c'est Avago. Avant, il s'appelait Avago, je pense bien, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que ça a toujours gardé le ticker symbole AVGO. Je pense qu'ils ont dû faire l'acquisition de Avago. Avago a fait l'acquisition de Broadcom et ils ont changé de nom. C'est pour ça. Donc, regardez comment je fais pour aller regarder mes affaires sur Morningstar. Je n'ai pas de truc Morningstar 5 étoiles. Je ne paye pas d'abonnement à Morningstar. Donc, je viens ici à Valuation, ou bien je ne paye plus d'abonnement à Morningstar. C'est tout à fait... C'est pas que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est juste qu'à la fin de la journée, je paye près de $100 pour les abonnements en ce moment. Donc, je préfère réduire ça ici. Donc, surtout que j'ai envie de payer le Fastgraphs ici pour vous permettre d'avoir une vision plus large ici. Mais ça me coûte de l'argent à la fin de la journée. Et la chaîne YouTube, c'est pas comme si ça me rapportait des milliards non plus. Donc, à la fin de la journée, ici, je remercie également les abonnés de la chaîne, donc surtout les abonnés premium. Donc, c'est grâce à vous, par exemple, que j'arrive à payer pour les abonnements de différentes chaînes ici. Donc, par exemple, l'abonnement à Fastgraph que je vais faire à partir du mois prochain, c'est grâce à vous, parce que vos abonnements me rapportent à peu près une soixantaine de dollars ici. Et c'est grâce à vous que les autres peuvent avoir ce contenu gratuitement également. Donc, n'oubliez pas. Ici, c'est bien de regarder, mais c'est également bien de soutenir avec un commentaire, un like, ça ne vous coûte rien du tout, d'accord? Donc, je ne vous le demande pas souvent, je ne vous demande même pas souvent de vous abonner, mais je pense que si vous pensez que vous pouvez avoir de la valeur sur cette chaîne-ci, c'est la moindre des choses, c'est juste de s'abonner. D'accord? Je ne veux pas des abonnés fantômes, je veux des abonnés actifs. C'est ça qui m'intéresse à la fin de la journée. Donc ici, au niveau de la croissance, on a une croissance des revenus de combien? On a une croissance des revenus ici sur les 10 dernières années de 27%, sur les 5 dernières années à peu près de 15% par là, et sur les 3 dernières années de 9%. À partir du deuxième trimestre, par rapport au trimestre précédent, on a 22%. Donc la croissance ici est par acquisition. D'accord? Je prendrai croissance 0. D'accord? Parce que c'est une croissance ici par acquisition. Tant que vous ne lisez pas les rapports financiers pour savoir quelle est la croissance que le management prévoit pendant X ou telle année, voilà, on ne peut pas vraiment être certain. Je pourrais même prendre un 5% ici juste pour être gentil, d'accord? Ce qui est sûr, je ne me tromperai pas en prenant 5%, ok? Donc, c'est 5% de croissance ici que je vais mettre, ok? Et je vous ai expliqué pourquoi, d'accord? Ici, free cash flow. Au niveau des free cash flow, qu'est-ce que je vais aller prendre ici? Au niveau des free cash flow, on a une croissance des free cash flow aux alentours. Waouh! Mon Dieu, je voulais dire merde, parce que c'est ça qui me vient en tête à la fin de la journée présentement. Excusez-moi, je dis toujours ce que je pense. Donc ici, on a près de 48% en termes de croissance, même sur les 12 derniers mois ici. Waouh, 40 à 48%, c'est tout simplement énorme. Donc quand on regarde les marges nettes ici, on a des marges nettes à peu près de près de 22% par là. Alors, je dois questionner les free cash flow. C'est pas que je ne pense pas que l'entreprise peut avoir des free cash flow pareils, mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a des free cash flow pareils. Quand on va regarder les rapports financiers de la compagnie ici, est-ce que je peux voir ces rapports financiers là ici directement? Donc, voilà, je suis sur les rapports financiers. Ici, juste entre parenthèses, parfois, il faut chercher. C'est une entreprise qui est cyclique, comme je vous l'ai mentionné tantôt. Donc, vous pouvez le voir ici au niveau de la partie des risques. Quand vous allez lire les rapports financiers, la partie business qui vous explique exactement ce que l'entreprise fait, les différents segments d'activité, et la partie risk factor, ce sont les deux choses que je regarde d'abord en premier. Maintenant, également, il faut regarder la page où le management discussion pour vous dire pourquoi est-ce qu'on a eu un revenu de tel ou tel niveau ici. Donc, vous allez, par exemple, voir quand je vais cliquer sur cette page ici pour regarder au niveau de management discussion
pour voir ici à peu près qu'est-ce qu'il raconte, parce qu'il me suffit juste pas de savoir que le revenu est croissant, je veux savoir pourquoi est-ce que le revenu est croissant. Donc ici, il vous donne Covid Update, dans la liste, tu dis blablabla, ok. Donc il vous mentionne les différentes acquisitions qu'on a eues ici. En novembre 2019, on a fait des acquisitions ici, donc on parle du Covid à ces niveaux-ci. Moi, je veux voir à peu près par rapport au revenu, qu'est-ce que vous... Ok, cost of goods sold. Donc, cost of goods sold ici consiste au premier, il vous explique à peu près ce qui se passe au niveau de l'entreprise, par rapport au revenu, par rapport aux marges. Donc, on va revenir ici à notre évaluation. Je cherchais ici à vous expliquer pourquoi est-ce que je pense qu'on a peut-être des bons free cash flow aux environs de 48%. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer ici rapidement. C'est peut-être rapide, mais voilà, j'essaie de vous donner le maximum. Alors, tac, quantitative, ici, financial. OK. Donc, au niveau de balance sheet ici, c'est ce qu'on cherche. Balance sheet, consolidated balance sheet ici, voilà. Je clique dessus, ça me ramène à la page directement. Alors, qu'est-ce qu'on a? OK, on a balance sheet ici. Bon, c'est pas balance sheet que je cherche, c'est testament of operation. Ce sont les operating que je cherche ici. Alors, flux de... Non, c'est pas ça. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce que tu es? Alors, est-ce qu'il montre ça? Parfait. C'est ça que je cherche. Cette partie-ci. Testament of cash flow. Flux de... voilà, je ne sais même pas comment ça se dit en français. Donc ici, vous arrivez sur cette page, ici, vous constatez une chose. Le net income est de 6 milliards. D'accord? La dépréciation et amortissement est de 5 milliards. 5 milliards 500. Ça, c'est en octobre 2021. D'accord? Faites attention, c'est octobre 2021, consolidé en octobre 2021. Ils ont changé la façon de consolider. Avant, c'était je pense ici... Je pense que c'est dans tout le mois de novembre ou d'octobre. Je ne sais pas quel est le mois de fin ici. Mais dans tous les cas de figure, ça, c'est au 31 du mois d'octobre 2021. Vous constatez ici qu'on a à peu près 6 milliards en termes de marge nette, d'accord, de net income, et 5 milliards pour la dépréciation amortissement. Donc 5 milliards ici, 500 plus 5 milliards pour la dépréciation. Les deux réunis, ça fait à peu près 6 milliards. La dépense en capital est de combien? Normalement, on provisionne ce montant-ci pour la dépense en capital. Or, l'entreprise ici, si elle peut avoir une dépréciation amortissement élevée, mais avoir une dépense en capital très peu élevée. Donc, c'est une entreprise de croissance. C'est une entreprise qui fait beaucoup d'acquisitions entre parenthèses. Donc, il y a énormément de dépréciation et amortissement. Donc, ici, ce n'est peut-être pas la dépense en capital qu'elle aura. Donc, ça veut dire que la véritable dépense en capital est de 400 millions. Or, si elle avait déprécié 400 millions ici, elle aurait pu payer plus d'impôts. D'où, par exemple, le fait que ces entreprises, généralement, ont tendance à mettre énormément d'amortissement ici pour les intangibles, d'accord? Donc, faites attention par rapport à ça. C'est pour ça que je dis qu'elle a peut-être des free cash flow à ce niveau-là. Donc, on va prendre ici les free cash flow de 48%. D'accord? Et tout en prenant toujours des pincettes. 48% ici pour les free cash flow actuels. OK? Donc, 48% ici, c'est ce qu'on va prendre. Donc, j'ai pris le temps ici de vous expliquer pourquoi. Mais toujours aller questionner, est-ce que c'est durable? Qu'est-ce que le management pense? Quelle est la stratégie du management à long terme? Sans oublier que c'est un secteur cyclique. PER. Les PER ici, je vais prendre 15, 17, d'accord, et 20. Même si je pense qu'on peut aller à 20 et 25. On peut aller aux alentours de 22 et 25. Donc, en regardant ici, vous allez remarquer que l'entreprise ici se paye généralement des PER aux alentours de 49 fois les bénéfices. Mais attention, 49 fois les bénéfices, ce sont les PER, mais rendez-vous compte qu'ici, en réalité, 49 fois les bénéfices ici, mais on a des free cash flow de 48%. Or, les bénéfices nets ici sont de 24%. Donc, quand on divise par deux, parce que les PER sont calculés par rapport aux bénéfices nets et non par rapport au free cash flow. J'ai eu une question, par exemple, ici, me poser la question, pourquoi est-ce que je prends le PER alors qu'ils sont calculés sur les bénéfices nets au lieu de prendre un multiple par rapport au free cash flow? En fait, le principe est simple. Je vous ai toujours dit que le PER, je réfléchis en termes de rendement. Quand je regarde ce secteur d'activité-ci, d'accord, à long terme, les bénéfices nets auront tendance à égaler les free cash flow qu'on a actuellement ici aujourd'hui. Donc, à long terme, ils auront des bénéfices nets de 48% parce qu'à un moment donné, ils ne pourront plus déprécier les intangibles, d'accord? Donc, les intangibles, généralement, c'est au niveau des goodwill que vous allez les voir. Donc, ils ne pourront plus déprécier cela parce qu'ils ont atteint la maturité. Donc, les deux auront tendance à s'égaliser. Et quand les deux auront tendance à s'égaliser, on ira plutôt vers des PER qui ressemblent plutôt à une moyenne dans l'industrie. Donc, ici, la moyenne dans ce segment-ci, dans ce secteur d'activité, c'est entre 20 et 25 fois les bénéfices, raisonnablement, parce qu'il y en a certains qui dépassent. Donc, n'oubliez pas ceci. Donc, je prends ici 20, je prends ici 15, 17, 20. Donc, non, je suis même gentil en prenant. Non, je vais prendre ici 17, d'accord? Attendez. Non, je vais prendre 20, 22
et 25. Je ne vais pas me cacher, je vais optimiser ici. Au niveau de la dette nette, on a 42 milliards ici, 422, je ne sais pas, 422, c'est pas ça ici. Donc, dette nette ici, ce n'est pas ça. Donc, au niveau de la dette nette ici, comme je l'ai mentionné dans ce logiciel-ci, je vais voir combien est-ce qu'on me mentionne ici. Au niveau de Yahoo Finance, qu'est-ce qu'il mentionne au niveau de la dette nette? Donc, dette nette ici, je vais aller rapidement. Alors, ça rame un tout petit peu parce que voilà, mon ordinateur aussi est fatigué. Hein. Donc, à la fin de la journée, plus vous allez regarder les vidéos, plus on sera nombreux, plus ça va financer la chaîne, plus je vais acheter du matériel. Comme Broadcom. Alors, Broadcom, qu'est-ce qu'il nous mentionne? Alors, on a ici, parfait, Avago. Alors, on attend. Tac, tac, ça charge. Rapidement. Alors, en passant, j'ai un projet, en fait. J'ai envie de faire des vidéos comme ça en live. Genre, on s'assoit, on parle. Je regarde une entreprise avec vous directement en live. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser dans l'avenir. Ça me permet de passer plusieurs entreprises rapidement. On pourrait peut-être le faire une fois par semaine, d'accord? So, ici, on revient sur notre entreprise ici. Donc, ici, on a 30 milliards 400 en termes de dette nette. Donc, c'est à peu près ce qu'on a au niveau de Yahoo Finance. Donc, c'est correct. Donc, je vais juste enregistrer ça ici. 30 milliards 400. Ou bien 30 milliards 500. Ça veut dire ici, 30 milliards ici, 30,5. On va le faire comme ça, 30,5. Parfait. Au niveau de la qualité de dividende, on va y revenir tantôt. OK. On a tous les éléments nécessaires. 48% de 33 milliards, c'est combien? 33 milliards multiplié par 0,48. Ça vous donne ici combien? 15 milliards 840. Je vais mettre ici 15 milliards 840. Point. Et ici, je mets 15 milliards 840. Deuxième point. Ici, je mets combien? Ici, je mets 20 fois les bénéfices, 22 fois les bénéfices et 25 fois les bénéfices. Tous nos éléments sont présents pour pouvoir évaluer l'entreprise. Vous voyez qu'on a un chiffre extraordinairement élevé. Ouais. Et c'est là où je voulais en venir. Parce que tout va se jouer au niveau des free cash flow. Parce que si je n'ai pas confiance au free cash flow actuel, ça va être compliqué. Donc, on va aller simple. Ici, 48% de 33 milliards, ici, ça donne 15 milliards 840. 15 milliards 840 ici, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, ça vous donne ici à peu près 709 $ l'action. D'accord? À 22 fois les bénéfices, 787 $ l'action. À 25 fois les bénéfices, on sera à 905 $ l'action. Je me situe à 20 fois les bénéfices. Donc, sans croissance, vous remarquez qu'on a déjà une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. D'accord? Mais, vous savez que quand on a regardé les free cash flow ici, on s'est posé la question à savoir, est-ce que ces free cash flow-là sont tenables, sont durables dans le temps? Parce que notre raisonnement va se baser dessus. Et là, je vais donc revenir à ce qu'on a connu avant la période de la pandémie. Parce que ici, vous comprenez que la période de la pandémie a favorisé des marges supplémentaires dans ce genre de compagnie. C'est peut-être qu'on vend nos produits plus chers. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de pincettes ici avec ces marges-ci. Donc, je me dis, j'hésite entre des marges de 30 et 40%. 30% parce que ce sont des marges qu'on avait à peu près dans le passé. Avant la période de la pandémie, on avait des marges à peu près de 30% déjà à partir de 2017. Ça commençait à augmenter. 25 ici, 20 là, 31 ici. Là, on a 39%. On est en 2018. La pandémie commence à peu près fin 2019. Début 2020, on connaît ce qu'on a connu pendant plusieurs mois, entre 2020 et 2021. Pénurie des semi-conducteurs, etc. Les gens commandent énormément. Sans doute, cette entreprise-ci vend et a augmenté le prix. D'accord? So, quel est mon degré de confiance par rapport à ce 48%? Je n'ai pas trop confiance à ce 48%. C'est possible que l'entreprise le garde à long terme également. Mais tant que je n'ai pas ces informations-là, les informations de sources sûres, et les sources sûres, ce sont les rapports financiers sur les trimestres prochains. D'accord? Tant que je n'ai pas ces informations-là par rapport à l'avenir, je ne peux pas me dire de manière certaine qu'on va avoir ça. Donc, c'est pour ça que je vais dire ceci. Je vais prendre également notre analyse ici avec des marges, on va se dire, plus correct, d'accord? Entre 40% ici, d'accord, et 30%. On va d'abord commencer avec 30%. En prenant 30% ici, 30% de 33 milliards, c'est à peu près 10 milliards par là. Ça donne ici 9 milliards 900. Ça va donner 10 milliards par là. Donc, quand je viens ici, au niveau des rapports financiers, d'accord, je vais les prendre tous à 20 fois les bénéfices. D'accord? Ici, 20 fois les bénéfices. Alors, ici, ça nous donne 10 milliards. 10 milliards ici, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette divisée par le nombre d'actions, ça donne à peu près ici 420 $ l'action. Par rapport au prix actuel, le prix est correct. Ça, c'est en prenant en considération 30% de marge bénéficiaire sur les revenus actuels.
Et j'ai arrondi à 10 milliards parce que ça va nous donner ici un chiffre aux alentours de, voilà, 30, quand on est ici au niveau de 33 milliards ici, fois 30%, ça donne ici 9 milliards 900. D'accord? Quand on va prendre 40% de ce montant-là, donc 3 milliards, de 33 milliards ici multiplié par 4, ça nous donne ici 13 milliards 200. Donc quand on prend 13 milliards 200 ici, multiplié par 20 fois les bénéfices moins la dette nette, ça donne ici 578 $ l'action. OK. La raison pour laquelle je vous ai dit que l'entreprise est sous-évaluée ici, c'est parce que, au pire, si on a des marges de 30%, le prix actuel est correct. D'accord? Si on a des marges plus élevées, d'accord? Si on a des marges plus élevées, on pourrait avoir, comment on dit ça? Si on a des marges plus élevées, on pourrait avoir un prix plus élevé. OK? Ici, on ne prend même pas en considération la croissance. Et la croissance ici, vous avez vu, la croissance est soutenue. On a une croissance ici, au moins sur les 10 dernières années, comme je l'avais mentionné ici, d'au moins, je dis bien d'au moins 27%. Sur les 5 dernières années, c'est 15%. Et par rapport aux 3 dernières années, c'est 9%. Tout en prenant en considération que c'est une entreprise qui est en train de faire des acquisitions en date d'aujourd'hui. D'accord? Ils sont en pleine période d'acquisition en date d'aujourd'hui. Donc, ça va continuer à augmenter. Tant que je ne connais pas la taille de l'industrie également ici, c'est difficile pour moi de me projeter. Je sais qu'il y aura une croissance d'au moins 5%. Je peux même me dire d'au moins 10%. D'accord? Donc, le meilleur moment d'acheter une compagnie de croissance, c'est quand la croissance n'est pas inclue dans le prix actuel, donc sur le prix qu'on paye en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, n'oubliez pas ces informations-là. C'est quelque chose de très important à prendre généralement en compte. Donc, quand je prends une entreprise comme Google, je sais que au prix actuel, Google, ça n'inclut pas la croissance. C'est pour ça que le PE actuel est généreux. Mais le PE, n'oubliez pas également que le forward PE également est généreux. Mais est-ce que les marges sont durables? C'est la question que je dois toujours me poser. Quand je regarde par rapport aux 12 derniers mois, les marges qu'ils ont présentement ici, par rapport aux revenus, donc on va se dire qu'on est aux alentours d'à peu près de 28% par là, donc près de 30%. Donc pendant 30% en termes de marge bénéficiaire, on ne se trompe peut-être pas ici. Donc c'est pour ça que je dis qu'Avago est peut-être une opportunité d'investissement énorme. Pourquoi? Parce que si on regarde une croissance de 10% sur les années à venir avec les marges actuelles, home run. Même si on a des marges de 30%, au prix actuel également, on aura un rendement respectable. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et le dividende qu'on paye en date, vous dites qu'il est de 3%, qui représente à peu près... voilà, quand je prends... qui représente à peu près combien en termes de revenus ici? Donc, je vais juste le prendre ici. Donc, on va prendre dividende. Pendant que l'ordinateur charge ici, dividende paye ici. On va juste remplir ça ici. Voilà. Donc, ici, l'entreprise paye à peu près 6 milliards en termes de dividendes. Et ce dividende a l'air croissant avec le temps. Vous savez qu'à Top Invest, nous, ce qui nous intéresse, c'est la croissance des free cash flow, parce que c'est avec ça qu'on paye le dividende. D'accord? Donc, ce narratif de regarder uniquement le dividende ne nous intéresse pas. D'accord? Parce que le dividende est une évidence, si je peux le dire comme ça. OK. Donc, vous voyez ici que nous avons une entreprise ici à peu près qui a des dividendes aux alentours d'à peu près 6 milliards par là. Elle a des free cash flow en date d'aujourd'hui. Des free cash flow actuels aux alentours de combien? Alors, quand on prend ici, elle a des free cash flow en date d'aujourd'hui par rapport aux marges actuelles de 15 milliards. Par rapport aux marges de 48%. Donc, le dividende est safe. Quand bien même vous prendrez des dividendes avec une marge de 30% ici, donc si on retourne à ce qu'on a eu en moyenne ici, d'accord, on aura à peu près 10 milliards de free cash flow pour 6 milliards de dividendes par là. Le dividende est couvert. Si vous prenez des marges à 40%, le dividende est toujours couvert. Dans tous les scénarios, dans tous les différentes hypothèses ici qu'on prend, le dividende est safe. C'est la raison pour laquelle je dis ceci. Nous avons un dividende qui est safe à long terme. Si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en prenant en considération le dividende actuel, qu'importe la situation, vous allez voir une chose. Si on vous distribue à peu près 15 milliards ici en termes de free cash flow par rapport à la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, vous avez un rendement potentiel de 7%. D'accord? Et vous voyez que c'est une entreprise qui va continuer à faire croître ses free cash flow. Donc, le plus difficile ici maintenant, c'est de savoir est-ce que les marges sont stables? Parce que tout dépend des marges. Et vous allez voir que le nombre d'actions également aura tendance à augmenter. Donc, ne faites pas trop confiance au nombre d'actions qu'on a ici en date d'aujourd'hui. D'accord? En date d'aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on a à peu près 403 millions d'actions. Peut-être même ça a augmenté entre-temps parce que l'entreprise compte faire des acquisitions dans le futur. Lisez les rapports financiers si vous voulez investir dans cette compagnie-ci. Ne regardez pas le dividende qui est croissant, le revenu qui est croissant. C'est des informations, voilà, c'est des informations pour les aveugles. Ici, nous, on veut voir le big picture. Donc, ici, on regarde les free cash flow. On se pose la question, est-ce que ce free cash flow qui est exceptionnel en date d'aujourd'hui est durable? Il est exceptionnel, c'est vrai, mais ça fait au moins 3 ans qu'on a à peu près ces free cash flow-là. Donc, on peut se dire, est-ce qu'on peut se dire avec une certaine grosse marge de confiance qu'on aura à peu près, ces marges-là sont tenables dans le temps? Point d'interrogation. Donc,
Faites vos propres recherches, ça va dépendre de vos lectures ici. Lisez les rapports financiers. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, je considère que Broadcom est une opportunité d'investissement. Même à 30% de dividendes ici, en 30% à 30% de marge bénéficiaire ici, le prix actuel est correct. Même si vous voyez un moins 14% ici, mais c'est un moins 14% qui ne prend même pas en considération la croissance des revenus. Et j'ai juste pris des dividendes, j'ai juste pris des marges de 30%. Vous voyez, vous m'avez donné le virus du dividende. Je fais que du dividende. Non, ça suffit. Free cash flow. Donc, même en prenant des free cash flow moyens de 30% ici, avec un revenu de 33 milliards, on est correct. Et c'est une entreprise qui fait des acquisitions. Donc, il y aura encore une croissance des revenus. Donc, il ne suffit juste pas de se dire ça comme ça. Il faut lire les rapports financiers. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Broadcom est une bonne opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Et je pense que dépendamment de la stratégie d'investissement, dépendamment de votre compréhension du secteur d'activité, je pense que vous aurez une bonne surprise. D'accord? On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.